Salutations, chers auditeurs, spectateurs, nous nous retrouvons pour parler des restaurants du cœur. Tout d'abord, je vais saluer ceux qui êtes présents, n'hésitez pas à liker, à partager. Bonsoir à toi, Super Mario Bros, et également Phoenix, bonsoir à toi. On se retrouve pour parler des restos du cœur, on va d'abord commencer par l'histoire, comment ça a été fondé, l'idée d'une banque alimentaire, et après on va étudier ce qui est du gaspillage alimentaire, et ce qui est également de la gestion des finances de cette association sous loi 1901, et si ça a permis ou non de supprimer la pauvreté, si ça a permis ou non, en tout cas d'effacer, de faire reculer la pauvreté, la famine et toutes ces choses, tous ces malheurs de la société. Alors on va se retrouver avec un article qui est intéressant, qui relate le début de l'idée de former les restaurants du cœur. C'était une idée de former d'abord une banque alimentaire, où il y aurait divers corps de métiers qui participeraient à ça. Alors vous avez en 1983, dans les chroniques sur une radio parisienne, Balavoine, qui commençait toujours un billet d'humeur, qui débutait par « Camarades ». Et puis un jour, il a interpellé les gouvernements de l'époque, les patrons de grandes surfaces, pour qu'ils puissent se réunir et qu'ils créent une banque alimentaire. Et on va voir que ces grandes surfaces, Leclerc, Auchan, Carrefour, etc., n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils voient, c'est le profit. À l'époque, déjà, de nombreuses personnes ne mangeaient pas leur faim. En Hollande, 2 millions de tonnes de lait en poudre ont été stockées. Daniel Balavoine voulait qu'on les envoie au Brésil. Il s'est dit qu'il fallait en fait créer une banque alimentaire mondiale. Pas seulement pour la France, pas seulement pour l'Union européenne ou l'Europe, non, à l'état mondial pour que personne ne souffre de faim. À l'époque, son idée a déclenché un raz-de-marée médiatique. Politiques, journalistes et même des artistes lui ont reproché son idée et lui disaient qu'il se contente de chanter. En gros, reste à ta place, ne viens pas nous emmerder. Comme vous avez diverses personnes qui existent sur Internet ou autres qui se pensent supérieures et qui voudraient que on reste à notre place, entre guillemets, parce qu'on ne devrait pas l'ouvrir, parce qu'on ne serait pas légitime. Et ben vous voyez, Balavoine, il s'est pas contenté d'écouter ces gens qui sont méprisants, ces gens qui ne servent à rien, qui n'agissent jamais pour le bien. Non, il s'est saisi de l'affaire et il y a Coluche qui a pris sa défense. Coluche intervient et à partir de là, c'est Coluche qui reprendra le projet et qui créera les Restos du Cœur quelques semaines plus tard. Coluche, au début, son idée, c'est d'abord surtout à l'état national. Lui, il se penche un peu plus sur la France et pas forcément sur une ambition mondiale, sur un projet pour supprimer toute la famine, supprimer la faim dans le monde. Bonsoir à toi Grayson et Guillaume, n'hésitez pas à liker et partager. On essayera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer à faire à Paris et puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 repas par jour gratuitement, improvise-t-il à l'antenne. L'idée du début, et ça relate aussi en tout cas les demandes de l'époque, c'est 2000-3000 repas pour commencer sur Paris. Donc ce qui signifie que sur une grande région où il y a une grande population, vous aviez à peu près 2000-3000 personnes qui étaient dans la nécessité au minimum d'avoir ces repas, qui ne pouvaient vraiment pas se nourrir en dehors de ça. Aujourd'hui, on serait sur 20 000, 30 000 ou plus que ça encore. Les chiffres ont explosé, on va le voir après. Et ce qu'il proposait, c'était à des entreprises qui font suffisamment de bénéfices pour s'en mettre de côté, pour payer leurs employés et pour s'étendre en France ou dans le monde, de participer, même à une petite échelle, d'être un sponsor. Vous voyez, par exemple, vous avez aujourd'hui sur Internet des créateurs de contenu sur YouTube, vous avez également des radios, vous avez plein de choses qui sont sponsorisées. Vous avez Red Bull qui sponsorise des sports extrêmes, vous avez des Coca-Cola qui viennent sponsoriser ici. Alors, je le reconnais, c'est des marques qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc, est-ce qu'il est bon d'en faire la promotion? Ce que je veux dire par là, c'est que les Restos du Cœur, si vraiment, au lieu de nous faire les poches, à nous qui avons peu d'argent, et qu'ils utilisaient l'image de ces enfoirés qu'on va voir après, ils auraient pu largement obtenir des sponsors. Et en plus de ça, les entreprises se seraient fait de la pub. Une publicité à la fois pour un intérêt privé et en même temps bénéfique pour l'humanité. Ce qu'ils n'ont pas fait. Continuons. On est prêt à recevoir les dons de toute la France. Quand il y a des excédents de bouffe et qu'on les détruit pour maintenir les prix sur le marché, nous on pourrait
peut-être les récupérer. On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent « Poursuit Coluche sur l'antenne d'Europe 1 ». Déjà, dès l'époque, Coluche y dénonce une chose. Le gaspillage, il dénonce une autre chose. Un marché spéculatif où, pour faire du profit, on est prêt à sacrifier des bêtes, finalement, parce que oui, c'est des animaux qui ont été tués pour être mangés. On préfère les jeter que de les donner à la consommation. On préfère gaspiller des ressources naturelles qui nous proviennent de récoltes que d'en faire don pour des Français qui auraient pu à l'époque, parce qu'on n'est plus dans la même situation, faire des économies et peut-être aider des pays voisins. Faire des économies et peut-être investir dans le pays, le relever encore plus, la fierté française. Au lieu de ça, il a été méprisé pendant de nombreuses années. Il y a quand même eu du soutien du peuple qui vit les choses dans le dur, dans le vrai, dans cette réalité. Et d'année en année, Coluche espérait faire toujours mieux. Et puis il s'est rendu compte certainement d'une chose avant d'être tué ou avant en tout cas qu'il meure, c'est que finalement, son association, le projet de Balavoine, son projet aussi, ça a permis à l'État de se débarrasser de la pauvreté. Le sujet de la pauvreté, aujourd'hui, regardez, le nombre d'associations qui existent, qui sont formées, qui sont certaines fois, oui, financées par des subventions publiques, mais regardez le nombre d'associations pour que l'État se lave les mains de la pauvreté, pour que l'État se lave les mains des sans-abri, etc. Et ils n'agissent jamais. Est-ce que vous avez des politiques aujourd'hui qui se mobilisent comme Coluche contre la pauvreté, contre le fait qu'il n'y ait pas à manger, contre le fait qu'il y ait des personnes qui soient dans une extrême difficulté et qui auraient peut-être un intérêt à revoir déjà notre souveraineté, revoir la politique nationale, la politique française. En tout cas, bravo Coluche, parce que des années après, ça aura quand même abouti à une chose. L'Assemblée a adopté des mesures contre le gaspillage alimentaire, plus de dons et moins de déchets pour la grande distribution en 2015. Il a quand même fallu attendre des dizaines d'années avant de voir un projet de loi aboutir à l'Assemblée, à l'unanimité, pour ne pas gâcher de la nourriture, pour que les nécessiteux puissent obtenir ce qui est jeté dans les bennes et qu'ils arrêtent de mettre de l'eau de Javel dessus. Plus de Javel sur les aliments. Enfin, on était dans quel monde ? Parce que là, on est quand même au pays des droits de l'homme. On est quand même au pays des Lumières. Dans ce pays des droits de l'homme et des Lumières, on se permettait de gâcher de la nourriture. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais surtout, on ne se permettait pas de la gâcher parce qu'on en a acheté trop et puis on a stocké, on n'a pas vu la date de péremption. Non, volontairement. Même les employés travaillant dans ces entreprises, oui, j'ai des échos, oui, je connais des personnes dans mon entourage qui ont travaillé pendant des dizaines d'années dans ces industries, qui ont travaillé pendant des dizaines d'années dans ces centres commerciaux, qui ne pouvaient pas récupérer. C'est-à-dire que même eux, en tant qu'employés, ils se voyaient dans l'obligation interne de détruire les aliments, de larder de coups de cutter les paquets, ce genre de choses, pour les détruire et puis d'y ajouter de l'eau de Javel, pour que ce ne soit pas consommé. Et puis après, ils ont mis, vous savez, les poubelles, ils ont mis des verrous dessus. Ils ont mis des verrous comme ça, les pauvres personnes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de sous, ils ne peuvent pas faire les poubelles. Je reconnais, parce qu'il faut toujours être dans l'honnêteté intellectuelle, qu'on avait quand même des personnes qui abusaient, qui mettaient d'un côté en dehors de la poubelle ce qu'ils ne voulaient pas et qui prenaient ce qu'ils voulaient. Et puis après, ils ne remettaient rien dans la poubelle. Donc ils laissaient ça, les détritus dans la rue, les rats qui venaient et compagnie. Parce que oui, les verrous, c'est aussi contre les rats. Bonsoir Jasmin, bonsoir Logan, Magny également. Et merci à Phoenix d'avoir partagé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vais vous lire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vas-tu ? Écoute, moi ça va très bien. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu. Alors c'est une nouvelle chaîne, oui, ça fait un moment qu'elle est disponible maintenant. Donc les magasins ne pourront plus rendre impropre à la consommation leur nourriture. Voir de l'eau de Javel déversée sur les poubelles des grandes surfaces avec des aliments consommables, ça scandalise, souligne Guillaume Garot. Les distributeurs ne pourront plus détruire des produits périmés ou mal conservés et manipulés. Cette pratique fréquente soustrait des aliments encore consommables à un don qui est potentiel ou toute valorisation en alimentation animale ou dans les circuits de méthanisation. Regrette Guillaume Garot dans Le Monde. Donc là, ce qu'il nous montre, c'est qu'en dehors de la donation, en dehors de l'accessibilité pour les pauvres, il y a aussi un intérêt à retransformer
ces aliments qui arrivent à péremption, ces aliments qui arrivent en bout de chaîne, en fin de vie, pour les animaux, pour en refaire de la nourriture, pour éviter au maximum le gaspillage, éviter au maximum les dégâts environnementaux. Parce que plus tu gaspilles, plus tu es dans une industrie qui surconsomme. Qui dit surconsommer, dit finalement une impossibilité d'avoir des chemins courts, d'avoir des productions locales, d'avoir de la permaculture. À la place, tu es obligé d'être sur une agriculture intensive qui entraîne de facto l'utilisation de pesticides, de facto l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, un appauvrissement des terres, parce qu'il n'y a pas de rotation, parce qu'on les pousse à surproduire, parce qu'on les pousse à bout finalement ces terres. Vous voyez, on vient y ajouter divers produits chimiques, on vient y ajouter des graines modifiées qui vont peut-être consommer plus d'eau. La terre, elle n'a pas le temps de se régénérer. Continuons, les supermarchés et hypermarchés devront distribuer leurs invendus au travers de dons. Les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 m² devront conclure une convention avec une association caritative pour faciliter ces dons. Là, ce qui est soulevé dedans, c'est aussi l'organisation. Une organisation de transport, parce que les Leclerc et compagnie ont expliqué que c'était pas eux de faire ça, et que certes, ils veulent bien s'engager dans ça, même si ça les dérange, parce que c'est des produits qui ne sont pas vendus, donc ça les dérange d'un côté, mais ils disent comme il y a la loi, on est obligé de s'y plier. Donc vous organisez ceci, vous organisez la logistique, vous organisez le transport, et on va suivre. Sauf que la réalité nous dit autre chose. 2019, oui, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Dans un supermarché Leclerc de Mimizan, dans les Landes, des invendus ont été aspergés de javel. Ce gaspillage est pourtant interdit depuis une loi en 2016. Dans les poubelles d'un supermarché de Mimizan, dans les Landes, 50 kilos de nourriture ont été rendus impropres à la consommation. Des légumes, de la viande et des viennoiseries ont été aspergés. C'est l'avocat Arash Derambarch qui a découvert ce gaspillage alimentaire. Nous avons plus de 30 supermarchés Leclerc qui ne respectent pas le jeu et des centaines de supermarchés partout en France, rapporte l'avocat. L'alimentation, c'est important. Comprendre pourquoi il y a ce gaspillage, parce que vous savez, une industrie, quand il y a un gaspillage d'un côté, ou en tout cas qu'elle a des invendus, elle va répercuter le prix sur les autres produits. Donc c'est un cercle en fait sans fin. C'est-à-dire qu'ils vont, les grandes surfaces, avec leur centrale d'achat, ils vont acheter en gros, d'accord ? Ils vont avoir des dates de péremption, donc des dates limites de consommation, et des dates qui vont être consommables au-delà, d'accord ? Donc jusqu'au ou de préférence. Vous avez en général ces 2 DLC qui sont disponibles. Il peut en exister une autre, mais en général, c'est ces 2 DLC. Donc jusqu'au, en général, on ne conseille pas de manger après ces aliments parce qu'il peut y avoir un danger pour la santé. À consommer de préférence, le produit se dégrade par la suite, donc on peut le consommer. Et là, on se rend compte que quand ils font des achats groupés, des achats massifs, que ça se retrouve dans leur magasin, mais que les prix sont trop élevés, en tout cas que les Français n'ont pas l'argent. Ça va donc dans le gaspillage, ça ne va plus dans les poubelles logiquement, c'est donné à des associations. Donc, pas de rentrée d'argent. Les gens qui vont dans les associations, s'ils ont un produit gratuit ou à faible coût, ils ne vont pas aller dans les supermarchés. Donc, ça fait perdre une part de marché sur certains produits. Ce qui veut dire que les produits qui sont gaspillés dans les magasins vont augmenter. C'est un effet domino, c'est un effet en chaîne. C'est logique, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on voit que l'alimentation, dans le budget des Français, et ça c'est important parce que ça va rejoindre une autre de mes analyses, celle de profiteurs du système aussi, parce que oui, en France, on en a qui n'arrivent pas à se nourrir, on en a pour qui c'est très compliqué à certaines périodes de leur vie, ok, donc il faut leur venir en aide, mais vous en avez d'autres qui profitent du système, qui vont rester au RSA pendant des années, d'accord, et pour mettre de côté de l'argent, pour faire des sorties ou autres, ben, ils vont aller au Resto du Cœur, ou ils vont aller dans les banques alimentaires. Vous voyez, ils vont se présenter comme de pauvres personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi ou qui ont un emploi mais qui ne rapportent pas assez, peut-être quelques centimes d'euros par mois ou des euros par mois mais pas plus. Donc ils vont aller dans les banques alimentaires. Et ces gens-là profitent du système. Parce que d'un côté, ils vont toucher des APL pour leur loyer. De l'autre côté, ils vont toucher un RSA ou du chômage. Mais bon, le chômage, ils auront travaillé, donc c'est mérité. Le RSA, un peu moins quand ça commence à dater de plus de 4 ans, 5 ans. Donc vous voyez, il y a des profiteurs du système. Et ces gens-là, après, vont dire « j'ai pas d'argent ». Recentrons sur le sujet que vous avez sous les yeux. Le coefficient budgétaire, c'est la comparaison là, entre les années 60 et 2019
sur le pourcentage, la part que représentent certaines catégories de dépenses dans notre budget. Et ce que l'on voit, et ce que je soulevais l'autre jour dans des débats qui avaient été animés sur Internet, c'est qu'en fait, si on veut consommer correctement, on le peut. C'est vrai que ça devient compliqué actuellement avec l'inflation, la récession qui s'ensuit et toute cette spéculation organisée. Oui, ce racket, cette spéculation, ces délits d'initiés, vous nommez ça comme vous souhaitez, vous catégorisez ça comme vous l'entendez, mais l'alimentation à l'époque, c'était quand même à peu près 30% du budget. Et qu'aujourd'hui, on est passé à 17% du budget et que les gens ne sont plus focus sur de l'alimentation correcte, digne, c'est-à-dire de prendre des fruits et des légumes, ils préfèrent se focus sur des produits ultra transformés. On va voir, ne vous en faites pas, quelle est l'importance, quel est l'impact d'un produit ultra transformé au niveau de son prix. On va voir ça juste après. Donc l'alimentation, c'était 29%, aujourd'hui c'est à peu près 17%. Bon, ça va augmenter un peu avec l'inflation, mais vous voyez les gens, en fait, ce qui a augmenté, ce qui est dérangeant et ce qui les appauvrit, c'est surtout le logement, l'eau, le gaz et l'ameublement. Mais c'est surtout le logement, eau et gaz. On a vu, hein, ça a pris des 40-50%. Là, sur ces derniers mois, c'est encore pire, mais bon, si on prend les situations des 5, 10, 20, 30 dernières années, on voit une évolution des prix par rapport aux salaires qui ne correspondent pas. Okay, par rapport aux services qui sont proposés qui ne correspondent pas non plus, parce qu'on est mis sur des accords pour l'électricité avec l'AREN, où EDF produit, une entreprise qui existe sur papier va avoir des clients et puis va juste mettre des contrats en place et prendre sa grande marge et ne jamais réinvestir. Donc ça, on a vu le scandale de l'AREN, je vous en ai parlé. On a également le scandale du côté de s'indexer sur la production par rapport au gaz, pour profiter aux Allemands, pour pas avoir une concurrence déloyale, alors qu'aujourd'hui elle nous est défavorable. Vous avez les transports d'eau et les transports de gaz, le prix du gaz à l'importation qui augmente, gaz de schiste des États-Unis, la majorité gaz de Russie aujourd'hui, bon, qui va faire mal, et puis vous avez d'autres pays après, notamment du Golfe, qui vont pouvoir aussi nous emmener du gaz et d'autres éléments de consommation. Le logement, je vous ai déjà expliqué mon analyse sur ce sujet. C'est que le logement, si aujourd'hui il a augmenté, si ça fait partie si c'est une grande partie de notre dépense, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez des acheteurs sur le terrain en SCI, je vous laisse vous renseigner sur le statut de SCI, qui achètent plusieurs biens, qui les mettent en location ou non, pour faire monter les prix du marché, pour revendre leurs biens après, ou qui vont s'arranger avec les APL. Les APL, ça a aidé des pauvres à pouvoir se loger, ça a aidé des personnes à pouvoir continuer à résider dans un endroit, d'accord, à vivre dans un domicile, mais dans le même temps, ça a permis d'augmenter les coûts. Parce que du coup, si tu as cette aide de l'État, même si tu la payes insidieusement, eh ben, le propriétaire, lui, peut augmenter le prix. Il peut augmenter le prix parce qu'au final, ça ne tape plus vraiment dans ton salaire. Tu as un complément qui vient des APL. Même si c'est soumis à condition de revenus, à limite de revenus. Mais vous voyez le raisonnement que j'ai. Et l'alimentation, si ça a diminué, c'est en effet parce que les gens déjà consomment en général moins de viande de qualité. Ce que j'entends par viande de qualité, c'est des viandes du boucher, pas les produits congelés, transformés, ce que vous voulez, des knackis, enfin des merdes. Non, ça c'est le côté industriel. Et énormément de gens vont vous dire... Oui, moi j'ai pas d'argent, donnez, c'est donner, faites-moi des dons, ce genre de choses. Oui, ils vont aller aux banques alimentaires. Et au final, la réalité c'est que ils se prennent des clopes à côté, ils prennent de l'alcool à côté. En fait, ils ne savent pas gérer leur budget. Alors vous en avez qui sont jeunes, qui ont 20 ans, d'autres qui sont un peu plus anciens, qui ont 40-50 ans, et même 40-50 ans passés, ne savent pas gérer un budget. Donc ça, c'est problématique. Je pense qu'il y aurait besoin, en tout cas, peut-être d'éducation sur ça, hein, auprès de la population, les aider à gérer un budget avec une formation, je ne sais pas. En tout cas, ça serait à revoir. Et de plus en plus, on va aller vers ce système-là. C'est-à-dire que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le contrôle drastique qui s'effectue de plus en plus avec des passes va se mettre en place au nom de l'écologie, notamment pour lutter contre tout ce gaspillage alimentaire. D'accord, pour l'environnement, pour le climat et à la fois pour la santé des gens et pour éviter la surconsommation. Et de l'autre côté, vous allez avoir également, donc dans un parallèle, tout un système qui va être en place pour contrôler vraiment si vous êtes dans le besoin ou non. Parce qu'il y a des abus, et on va le voir après.
Continuons. Quand je vous parle de valeur de produit, un produit transformé, j'ai lu un livre qui s'appelle donc Agroalimentaire et risques sanitaires. Excellent, je vous le conseille. Je pourrais vous faire la présentation de lecture. Et il y a un passage, page 51. Hein, oui, je l'ai lu. Alors là, ce passage-là, il vient d'un autre rapport. J'ai réussi à le trouver. C'est vrai que j'ai galéré un peu. Hein, j'ai fait des recherches. Oui, je ne suis pas juste assis dans un canapé. Donc là, il en résulte que le partage de la valeur finale d'un produit alimentaire s'établissait en France en 2005 de la façon suivante. Dans le prix final de votre produit, voici la répartition de son coût. 13% pour les matières premières agricoles, ce qui fait votre produit dans sa globalité. 42% pour l'industrie, 45% pour les services. Donc là, les services, ça va être tout ce qui va être du transport et compagnie. Le reste va à l'industrie agroalimentaire, plus précisément à l'industrie agro-transformation, celle qui transforme les produits. Et ça, c'est des faits révélés par Rastoin et Jersey en 2010. Cette répartition est sensiblement identique dans tous les pays développés où l'on constate que la croissance économique s'accompagne inexorablement et dans tous les pays du monde, y compris l'EPSEM, d'une réduction de la part relative de l'agriculture, d'une hausse puis d'une stagnation de l'industrie et d'une progression importante des services. Voilà. Quand vous payez un produit très cher aujourd'hui, il y a à peu près, entre 10 et 20% qui vont aux producteurs, qui vont pour les matières premières. Tout le reste, c'est des intermédiaires qui se goinfrent, dont un intermédiaire qui est indispensable, par contre, c'est celui du transport. Il faut bien que du producteur, de l'agriculteur éleveur, ça aille jusqu'à votre magasin ou que ça aille vers votre domicile. Donc vous avez besoin du transporteur, ça c'est essentiel. Tous les autres, ils se gavent. Alors après, vous allez me dire, oui, parmi les autres, vous avez le service des grandes surfaces ou des petites moyennes surfaces. Oui. Et du coup, il y a des frais de gestion, il y a des frais d'employabilité, il y a des frais de tout ça, il faut faire tourner les services. Oui, je suis d'accord. Mais quand on voit qu'ils ont des marges et qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'une loi notamment oblige en France à ce que sur leur propre production, Carrefour, Auchan, ce que vous voulez, ils sont obligés, bon, ils vous font un peu les désespérés, on est obligés, ils sont contents, mais ils sont obligés de prendre 10% de bénéfices. C'est important à saisir. 10% sur le chiffre d'affaires. Donc après, en bénéfice, ça fait moins. Là, vous commencez à saisir le système. Est-ce que je vous explique, par exemple, pour les coca ou ce que vous voulez, les boissons gazeuses qui sont de la merde pour la santé, mais pour bien d'autres produits, quand vous payez votre produit et que vous voyez en fait des multiples publicités qui financent des gens complètement ignobles, qui financent des créateurs qui font n'importe quoi, et ça se retrouve dans votre prix final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Instagrammeurs, vous avez des personnes présentes sur Facebook, des YouTubeurs, des créateurs de contenu sur Internet, des blogs, des gens qui se disent de presse indépendante, enfin bref, du cinéma indépendant, ce que vous voulez. Je peux vous prendre différents champs qui financent leurs projets par la publicité, qui obtiennent un revenu mensuel ou annuel par la publicité. Et c'est les mêmes gens, peut-être, qui vont se mobiliser en disant « Oui, je comprends pas, ma baguette, elle passe à temps, mon cassoulet, il passe à temps, enfin, ce que vous voulez. » Ils vont pas comprendre la répercussion des prix. La répercussion des prix se fait parce que ces partenariats sont rémunérés. Et comme c'est rémunéré, ça se joue dans votre prix du produit final. Les publicités qui passent à la télé, c'est pareil. Et compagnie. Conséquence de l'État-providence. On a vu tout à l'heure, Coluche, il parlait de 2000, 3000 repas pour commencer sur Paris. On a vu qu'il y avait cette idée de supprimer la pauvreté et par là peut-être les sans-abri aussi. Avec la fondation Abbé Pierre, dont si je ne dis pas de bêtises, Coluche avait donné 1 million de francs à l'époque. Il avait donné toute sa fortune. Conséquence de l'État-providence. La France est devenue une fabrique de pauvres. Les gouvernements successifs semble avoir mis un point d'honneur depuis bientôt 4 décennies, 40 ans, à créer les conditions d'une régression irréversible à terme. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, la classe moyenne, elle disparaît. Une partie bascule dans les riches, parce qu'ils ont investi dans des SCI, parce qu'ils ont investi dans des actions, parce qu'ils ont su mettre de côté, donc après ils n'ont plus forcément de loyer à payer, ils ont encore les taxes foncières et compagnie, et les autres qui n'ont pas réussi à survivre, qui n'ont pas réussi à mettre de côté, qui n'ont pas réussi finalement à s'en sortir. Et donc, ils vont passer dans un endettement
Et de l'endettement, s'en suivra encore une fois cet effet domino, les entraînant dans la pauvreté. Et en général, des familles qui sont dans la pauvreté, à la fin, sont lassées par la situation, sont dépassées, et du coup, elles ne gèrent plus leur budget. Et ça commence par un prêt à la consommation, et puis un autre, et puis un statut d'interdit bancaire, et puis différentes situations qui peuvent être désastreuses jusqu'à les sortir de leur domicile et les rendre sans-abri notamment. Je ne dis pas que tous les sans-abri ont ce schéma-là, je dis qu'il y a énormément de schémas qui mènent à ceci. Et qu'énormément en France, on a vu sur le marché des prêts attribués n'importe comment. Parce qu'en fait, une banque, les banques Crédit Mutuel, BNP Paribas, peu importe, Cofidis qui fait aussi des prêts, ce que vous voulez. Ces gens-là, pour faire un prêt, sont d'abord obligés de demander une autorisation, et du moins en tout cas des ressources à la banque centrale. D'accord ? La banque centrale enverra l'argent, et après, ils pourront émettre des prêts. Ok ? Ces prêts-là, quand ils prêtent 10 000 euros, en fait, dans ces prêts-là, il y a seulement 5% du budget qu'ils doivent conserver parce que, en général, c'est ce qui va être retiré en cash. Tout le reste en monnaie scripturale, ce qui leur permet de rééditer avec la première somme, moins les 5% et moins ce qu'ils mettent un peu de côté, donc on va dire moins 10%, de rééditer un nouveau prêt, sans réemprunter. Et donc comme ça, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent à la fin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, c'est 5-10%, 5-10%, 5-10%. Et que la masse monétaire initiale qu'ils avaient s'épuise. Donc à partir, par exemple, de 10 000 euros, ils ont pu émettre 50 000 euros, 56 000, 60 000. Vous voyez ? Donc il y a une surliquidité. En tout cas, il y a de l'argent qui se retrouve sur le marché qui ne devrait pas exister. Qui se retrouve surtout en monnaie scripturale. C'est pour ça qu'ils n'ont pas un intérêt à ce qu'on retourne à la monnaie papier, à la monnaie fiduciaire, à la monnaie en pièces. Parce qu'à ce moment-là, ça serait un désastre pour l'économie. C'est là qu'on tend vers le marché des cryptos. Le crypto-euro, le crypto-yuan, le crypto-dollar, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ils ne gèrent plus actuellement la masse monétaire. Ils les ont trop imprimés. C'est plus seulement une impression de papier, c'est un clic d'impression. Vous savez, sur l'ordinateur, on appelle ça une impression, par exemple une impression d'écran. Vous faites une capture d'écran. Bah là, c'est la même chose. C'est une impression, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont validé 10 000 euros par là, 10 000 euros par là, 10 000 euros par là. Et des gens se retrouvent alors avec des taux des fois intéressants, qui étaient aux alentours de 1%. Alors les prêts à la consommation pour les plus pauvres, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est des taux à 5, 6, 10%, voire 15, 20% pour certains. Donc c'est des taux où ils s'en mettent plein les poches, et c'est comme ça qu'ils peuvent réeffacer de la monnaie qui a été éditée. Quand vous leur rendez l'argent, ils réeffacent, et avec les intérêts, ils réeffacent ce qui est prêté après, en prenant bien évidemment leur part de bénéfice dans cette affaire. À partir de rien, ils ont créé, à partir de rien, ils ont engagé de la spéculation sur le marché, à partir de rien, ils ont finalement emmerdé tout le monde. Parce que d'un côté, tu en as qui vont faire des prêts et des prêts, qui vont avoir donc des crédits à la conso, qui ne vont pas avoir forcément payé leur loyer, payer leurs factures de téléphone, et vont se présenter « moi pas de sous, moi pas de sous, ouais, je suis un pauvre... » Voilà, et ce qui va se passer, c'est que des dossiers juridiques vont être montés, ces dossiers juridiques qui coûtent des frais à la société, vont engager pour certains, pas pour tous, mais qui vont engager en tout cas une annulation des crédits. C'est-à-dire qu'ils vont faire sauter ça. Et ils ont une marge. Les banques ont une marge pour faire sauter certains crédits. Ils savent qu'ils ne se feront pas tout rembourser. Sauf que, alors ça on va le voir après, je vais réexpliquer, à partir de là, dans cette marge qui est sautée, nous, ça se répercute sur les frais de service. Ils ne perdent jamais d'argent. C'est important à saisir. Et que lorsqu'il y a des récessions, en tout cas des inflations importantes, et que les gens ne peuvent plus payer leur loyer, ne peuvent plus s'en sortir, à ce moment-là, ils ne payent plus leur crédit. Et là, ça devient problématique. Et là, on entre finalement dans un déficit. Il me semble que c'est un nom spécifique. Des gens qui ne peuvent plus rembourser leur crédit, que ce soit professionnel ou particulier. Et là, on est dans une grande problématique. Parce qu'ils ne vont pas faire sauter les crédits à tout le monde. Ils ne vont pas les mettre interdits bancaires. Bon, ceux qui abusent, oui, ils vont être fichés interdits bancaires, mais la dette, elle ne sera pas forcément sautée. Elle sera répercutée sur les enfants, ou elle sera répercutée, c'est-à-dire qu'elle sera échelonnée. Tous les mois, à la source, ça sera prélevé. Et il y en a qui profitent un peu en disant « Oui, je suis au RSA, je suis intouchable. » T'es pas intouchable. T'inquiète pas. Ils chargeront de récupérer l'argent qui est dû. Mais le truc, c'est qu'à un moment, quand ça monte comme ça, là, comme on est en train de l'apercevoir, quand ça monte de mois en mois,
le loyer, l'électricité, le gaz, tous nos frais de service, transport et compagnie, qu'on n'arrive plus à mettre de côté, et ben il y en a plein, ils se retrouvent avec des crédits qu'ils ne pourront pas rembourser. Ça va faire une faillite. Ça va entraîner une faillite. De facto, on le voit sur certaines banques déjà, qui commencent à chuter. Banque américaine, mais ça va être pareil pour les banques françaises. La BNP, là, l'année dernière, elle s'est fait 10 milliards. Fichier Banque de France, oui, il y en a plein. Hein. Moi, j'ai travaillé un peu dans le domaine bancaire. Ah, ça fait chier certains. Hein, quand on dit, bah oui, qu'on a eu une condamnation, mais que le casier B3 est vierge. B3. Ok, tapez casier B3. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, travailler dans le domaine bancaire ou dans d'autres domaines, il doit être vierge. Bon, chance pour moi, il l'est, donc je peux travailler dans ces domaines. Que ça en déplaise à certains, c'est la même. Et aujourd'hui, on a un poste, en tout cas, moi j'ai signé un contrat très intéressant et je m'en sors très bien. Oui, on sait avancer dans le temps. Oui, du côté intellectuel, du côté physique, du côté de l'insertion dans la société, de tout en fait. De la compréhension, de l'analyse. Voilà. Vous allez voir, on a aussi des solutions. Ce n'est pas uniquement de faire un constat, il y a des solutions qui sont proposées, et même à l'époque, je suis retombé sur un de mes messages en 2017. En 2017, j'avais quoi? J'avais 18-19 ans. Un message qui était très intelligent, et qui dénonçait un peu la façon d'agir des associations qui en fait agissent au jour le jour, et qui ne sont pas pérennes. Bref, pour ce qui est de la monnaie, pour ce qui est de l'argent, on reviendra sur ce sujet, de façon concrète, très précise, détaillée, avec toutes les sources dans un prochain direct. Insolvable, oui, il y en a plein, voilà, c'est insolvable, mais il y a un autre nom encore qui est utilisé, c'est défaut de paiement, il me semble. Et il y a encore un autre nom qui est utilisé pour ces gens-là. À partir du moment où la France est une entreprise et nous une marchandise, ça peut durer encore longtemps ce système tout à fait le codé de la République enregistré avec un numéro de tiré. Alors après, moi comme je l'ai entendu à l'époque, en tout cas quand j'ai eu des débats avec Dada Benz et bien d'autres, je leur ai dit que comme il y a des employés qui travaillent pour l'État, il faut bien que ce soit déclaré et enregistré en entreprise. C'est pour ça que la République est enregistrée en entreprise, selon moi. Parce qu'il y a des salariés qu'il faut bien les déclarer sur des fiches de paye, bien avoir une assurance notamment, et que pour avoir des assurances, pour être déclaré et compagnie, il faut être enregistré par une société. Je crois que dans la religion, il y avait, ça n'existe plus aujourd'hui, je pense, une remise de dette à 0 tous les 70 ans. Je ne sais pas, honnêtement, mais il y a déjà eu des faillites. Hein. Il y a un livre qui est excellent, dont je pourrais vous parler après, de Mathieu Pigasse, qui relate certaines faillites, même la France, hein, notamment, qui est passée, il me semble, à 3 faillites déjà. Donc il y a bien eu des défauts de paiement dans l'histoire. L'histoire se répète. On reviendra également sur John Law et compagnie. Il n'y a pas de problème. Bonsoir Moon, ça fait plaisir de te voir. Donc là, le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. Macron en 2017, hop, ça sera la fin, sous mon mandat de sans-abri, on va limiter l'impact, on va limiter les dégâts. On voit, hein, sacrée catastrophe à la place. Le nombre de personnes est rendu à 330 000, et encore, c'est des chiffres qui sont affichés comme ça pourrait être encore plus. En France, 2,4 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire, un chiffre en forte hausse. Oui, les restaurants du cœur, c'est pas seulement cette idée de banque alimentaire venant de Balavoine, ni de Coluche qui a monté ça en place, c'est aussi la tournée des Enfoirés. Depuis plus de 30 ans, les Enfoirés proposent une fois par an un spectacle au profit des Restos du Cœur. Retour sur les premières tournées de la troupe emmenée par Jean-Jacques Goldman. 1989, tournée d'Enfoirés, premier spectacle au Zénith de Paris et en France. Le nom qui a été utilisé, Enfoirés, ce n'est pas pour rien, je pense. Vous savez, les mots ont leur importance. Pourquoi les avoir nommés comme ça? On nous dit aujourd'hui que les Enfoirés, c'est 1/4 des recettes des Restos du Cœur. Donc 3/4, ça vient de tout ce qui est donné dans les magasins, ça vient de tout le monde en fait. Et les Restos du Cœur, c'est l'achat des gens par un CD, par un DVD. Voici ce qu'on a. En plus de leur participation bénévole, on va voir après. Parce que vous savez, c'est un peu les altruistes. Je vais sauver la planète, je mets en place Gaïvi avec les vaccins. Je vais sauver la planète, je vous offre des OGM sponsorisés par Monsanto. Ah, un bénévolat sponsorisé. C'est comme ça que ça aurait dû se nommer. Je vais vous l'expliquer après. En plus de leur participation bénévole, certains artistes, interprètes, cèdent leurs droits SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, de ces interprétations au Restos du Cœur. L'intégralité des bénéfices des prestations, concerts, droits télévisés, CD, DVD, sont en outre reversés à l'association créée par Coluche en 1985
Patrice Douret, président de l'association nationale, rappelait en février 2021 lors d'une interview à Télé Loisirs que la contribution des Enfoirés représentait ainsi encore 10% du budget annuel de l'association. Premièrement, dans une société où il y a besoin de solidarité, où il y a besoin de partager et de nourrir les plus démunis, vous avez des gens qui font un show, un deuxième, un troisième. En fait, ils vous font un show annuel avec des tournées qui vont engager des frais de déplacement, qui vont engager des frais de carburant, tout ce qui s'ensuit, frais de déplacement, les hôtels, les compagnies, les repas, etc. Les mises en scène, parce que oui, vous avez bien des personnes qui vont travailler à la caméra, bien des personnes qui vont travailler dans le domaine audiovisuel, les décors à installer, les décors qu'il a fallu acheter. Alors vous avez TF1 qui finance ça. TF1, pourquoi elle finance ça? Pourquoi c'est le sponsor? Pourquoi tout ceci se déroule sur TF1? Et pourquoi les Restos du Cœur n'ont pas la place été mis en place par un service public? Un service public où tout l'argent retournerait et les décors serviraient après dans le domaine public. Vous voyez, par exemple, pour des associations qui font du théâtre, pour plein de choses. Ça, c'est un des exemples, des solutions que je vous montre, à quel point derrière, il y a tout un marché pécunier, spéculatif de ces gens-là. Deuxièmement, les têtes d'affiche que vous voyez. La plupart, c'est des gens qui sont sur TF1, qui ont des productions avec TF1 par des films, qui ont des productions avec TF1 par des parts de marché qu'ils ont, notamment dans les labels de musique. Donc vous voyez, en fait, TF1 investit un moment, déjà ils gagnent en visibilité, ensuite les personnes qui sont présentes là, avec leur participation bénévole, sponsorisée, où tout est pris en charge d'ailleurs, ces gens-là, oui, je donne de mon temps, je donne de ma personne. Si vraiment tu donnais de ton temps et de ta personne, en dehors des Restos du Cœur, tu ferais un CD et tous les bénéfices iraient. Comme aujourd'hui on a des vaillantes personnes, comme aujourd'hui on a des honorables personnes, je nomme notamment Alexandra Orion-Caude. Ce qu'elle fait, ses droits d'auteur sont reversés. Ça, c'est des gens engagés. Ça, ce n'est pas des gens qui sont hypocrites. Ce ne sont pas des gens hypocrites. Ce sont des gens engagés, des Alexandra Orion-Caude et compagnie. Les Enfoirés, c'est des hypocrites. Ils tirent ça pour leur image. Ils ne font rien à côté. Bon, ils vont te donner un petit peu, histoire de défiscaliser. Ensuite, ils ont un intérêt, parce que les gens, énormément de gens de la plèbe, comme c'est nommé, du peuple dont je fais partie, quand ils voient ça, oh regarde, il y a la chanteuse, oh regarde, il y a celui qu'on a vu dans le téléfilm ou ce que vous voulez, peu importe, ok? Et donc ils s'identifient à ces personnes, ils développent en tout cas de l'empathie, de l'attirance, un intérêt pour certains. Oh, il y a Alizé ou je ne sais qui encore. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, ces gens-là, c'est des artistes, donc ils vont produire, et ils sont créés une fanbase. Vous voyez ou pas? Les gens qui achètent les CD du Resto du Cœur, les DVD, ils kiffent le spectacle, pourquoi pas, après ça c'est leur choix, ils kiffent les sons qui sont mis en place, donc ils les aiment. Derrière, il va y avoir un intérêt financier qui reviendra à la fois chez TF1 et à la fois chez ces artistes. Voilà pourquoi je dis que c'est des escrocs. Mais c'est pas fini. Pourquoi des décors comme ça? Pourquoi? Là, ces vidéos, ces photos, elles sont de moins en moins disponibles sur Internet. J'ai fait des recherches tout à l'heure pour obtenir les décors. Sur Google Images, tout a disparu. Les recherches avec des mots-clés, il n'y a quasiment plus rien qui ressort. Heureusement, j'ai quelques archives. Pourquoi ça disparaît du web? Je vous pose la question. Pourquoi de plus en plus c'est déréférencé? C'est symbolique ésotérique, c'est symbolique maçonnique? Ou c'est symbolique encore d'un ordre autre? Si vous passez à côté de ça, si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Et souvent, dans leur spectacle, ils utilisent une ou deux chansons qui, en effet, dedans, les démons de minuit, ce que vous voulez, qui font danser, on a tous dansé dessus. Je ne vais pas dire, oh, les démons de minuit, c'est satanique. Non, c'est utiliser ceci pour faire passer des messages. Et vous savez quoi? Je n'arrive pas à retrouver ma vidéo sur mon ancienne chaîne où elle était en 2 parties et ça dénonçait. Donc, j'avais repris tous les faits. Alors, certes, à l'époque, avec ma voix de l'époque, mon analyse qui était un peu moins aiguisée, mais elle était quand même excellente, cette analyse, pour montrer ce qui se passait dans leur spectacle et ce qui n'allait pas aussi, et la promotion. Et regardez, j'avais été repris par Meta TV, excellente chaîne, malheureusement, Tepa nous a quittés, paix à son âme, mais j'avais été repris sur ce site. Pour vous dire déjà que dès 2017, oui, tout jeune, il y avait déjà une analyse qui était proposée, qui intéressait du monde et qui se retrouvait notamment chez Tepa.
notamment chez Théba. Lisons un peu une partie de l'article. Profiter de la misère des gens pour faire passer en masse des messages plus ou moins subliminaux et contre-valeurs à la jeunesse et autres, voilà qui n'est pas joli. La bonne nouvelle était quand même que l'audience était en chute libre, à l'inverse des pauvres gens en forte explosion sous le joug du régime européiste de Macron. Mais encore une fois, dans une vraie république des vrais droits de l'homme, où règne la séparation de l'Église et de l'État, est-ce vraiment le rôle des idoles ou de n'importe quelle autre structure non étatique de récolter des fonds pour aider les personnes nécessiteuses, ou n'est-ce pas plutôt le rôle de l'État de fournir l'argent nécessaire? Mais comme toujours, à chacun et chacune de se forger sa propre opinion. Vous êtes libre de penser, on ne va pas vous bloquer en disant « Tiens, tu ne penses pas comme moi, allez, non. » Du tout. Si pour vous, c'est normal de retrouver ces références maçonniques, si pour vous, c'est normal de retrouver des références au diable, satanique, etc., dans des spectacles qui sont là pour aider les pauvres, libre à vous, écoutez. En tout cas, ce que je me dis, c'est que c'est quand même des décors qui sont éloquents, des décors qui ont été financés. Où se retrouve-t-il après, d'ailleurs? Ça, c'est la bonne question. Et oui, il y a cette part de messages subliminaux. Je vous remets la photo d'avant, quand même. Et encore, je sais qu'il y a d'autres spectacles. Pourquoi faire l'œil de Russe quand il passait, là, comme ça? Pourquoi l'œil, encore, de Big Brother ou de ce que vous voulez, avec une forme pyramidale? Cette forme pyramidale qui se retrouve, d'ailleurs, sur leur fond de décor, maintenant, de façon plus légère, et vous n'avez jamais le haut. Bon. Après, cette référence, elle n'est pas très importante. Par rapport, ça, c'est qu'une partie de tout ce que je vous décris par rapport à leur secte, finalement. Mais ce n'est pas fini. On ne s'arrête jamais là. Oui, les sources, vous voyez bien, Phénotix Evolution. Vous pourrez reprendre l'article, un mot-clé, il me semble, les enfoirés. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, pour être mieux référencé, j'avais utilisé les enfoirés satanistes, point d'interrogation. Alors c'était une question... Est-ce qu'ils sont satanistes ou non? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt des références ésotériques qui ne sont pas plaisantes. Elles n'ont rien à faire dans un spectacle pour les pauvres. Et l'article de Meta est encore plus intéressant et plus interpellant sur le fait que pourquoi c'est des idoles qui doivent récupérer de l'argent pour les pauvres. Pourquoi ce n'est pas l'État qui doit prendre son rôle en main? L'État doit prendre soin de sa société, doit prendre soin de son peuple. Parce que normalement, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. C'est pas la société privée avec des idoles ou avec des stars ou ce que vous voulez qui doivent se charger d'une société publique, des services publics. Bonsoir Franck. Salut idée 2020. L'original cas, tout à fait Guillaume. Oh, mais oui, je m'en souviens de ça, purée. Je me souvenais plus que c'était toi, lol. Bah oui, ça fait des années qu'on est dans l'information, ça fait des années. C'est pour ça qu'à l'époque, déjà, par les vidéos que je pouvais produire, et encore, j'avais pas toutes les lectures que j'ai aujourd'hui. J'avais pas un recul d'analyse, j'avais pas voilà, une expérience aussi poussée, aussi avancée qu'aujourd'hui, même dans le domaine professionnel. Et déjà à l'époque, j'avais des personnes comme Maximus et d'autres encore qui me mettaient des messages, qui me soutenaient, d'Alixator, qui ont même été carrément faire une vidéo pour dire qui soutient Phénotix, oui, il est excellent, il est au-dessus, etc. Bref, après, c'est pas histoire de se faire une éloge, parce que ces gens-là, je ne veux pas être associé à eux. J'ai mis un post qui est clairvoyant, un post qui est dans l'honnêteté intellectuelle. Vous avez tout un historique du cas par cas de ce qui a été débunké. Continuons. Restaurant du cœur, donc Jean-Jacques Goldman, qui est quand même à la base, quitte la troupe des enfoirés. Il y a quelque chose qui se passe dans cette société des enfoirés. Jean-Marie Bigard explique pourquoi il a quitté les Restos du Cœur. Ça, c'est récent, intervention dans TPMP. La façon dont les dons étaient gérés lui ont posé une problématique. Je cite, « Je n'étais pas d'accord sur 2-3 trucs, notamment de garder de l'argent qui n'était pas utilisé, alors que ce n'était pas la volonté de Coluche, a-t-il commencé par expliquer. Une caisse noire non déclarée. Et puis vous savez, les dons, quand c'est donné en cash notamment, et que ça revient aux associations, tout n'est pas déclaré. C'est comme un artisan boulanger, un artisan menuisier ou ce que vous voulez qui fait des chantiers ou qui va proposer ses services. Bah, ça arrive à tout le monde de prendre un petit billet et de le mettre de côté. Parce que l'imposition est trop forte. Mais là, on n'est pas dans une question d'imposition. Là, on est dans une question de redistribution pour les pauvres. Pourquoi une caisse noire? Bigard, après, il a été gêné.
Parce qu'il a dû dire oui, la caisse noire peut-être elle servait à financer. Mais il a dit autre chose, qui est encore plus intéressant. C'est qu'il a dit que les finances, les frais de gestion, étaient un peu scandaleux. Les frais de gestion le dérangeaient. Notamment les investissements, parce que oui, ils vous disent que tout le bénéfice retourne pour les Restos du Cœur. Sauf que les producteurs, ceux qui distribuent, là, les distributeurs, producteurs et compagnie, qui font les CD, les DVD, les décors, ils font pas ça gratuitement. Ils prennent leurs bénéfices. Et c'est là où la suite du message de Bigard est en tout cas révélateur de ce qui peut se passer, révélateur de délit, enfin pas de délit d'initié, mais en tout cas de copain-copain, de copinage. Vous voyez, tiens, lui je l'apprécie. Allez, on va le financer pour qu'il fasse les décors. Lui, je l'apprécie, on va le financer, il va faire les costumes. Lui, je l'apprécie. Voilà. Pour finir, donc Jean-Marie Bigard est revenu sur la façon dont sont choisis notamment les artistes qui participent aux fameuses soirées destinées à récolter des fonds. Célébrité, image, succès, certains seraient choisis ou non sur des critères discutables, on en convient. On vous laisse découvrir ce qu'il dit, exemple concret à l'appui. Donc voilà, je vous invite à revoir cet extrait, à réfléchir, à faire des petites pauses, à réécouter ce que j'ai dit dans ce direct, et vous verrez ce qu'il en est. Oui, alors en effet, Sadek, c'est pas forcément une référence, Bouscapé non plus, mais enfin, je suis retombé sur un de mes anciens messages. Alors comme j'ai changé de chaîne, c'est disponible uniquement par mail, donc j'ai fait une capture de mon mail, le 19 septembre 2017, donc j'avais commenté, Sadek, tu veux tout déchirer et être en mode bien dans le futur. Ah oui, j'avais mon mode d'expression de l'époque. Vous m'en voudrez pas, on passera outre. Investi dans les terres agricoles. Donc je lui disais, investir dans les terres agricoles, c'est pas si cher et tu pourras faire de l'agriculture bio et ça, demain, le bio sera très rare. Oui, et ça, on le voit de plus en plus, ça devient compliqué pour les producteurs, agriculteurs bio. Surtout, je l'avais lancé, lui et Bouscapé, parce qu'ils avaient quand même une certaine visibilité, ils avaient des thunes, et je me disais qu'ils pouvaient se mobiliser, eux, toutes leurs connaissances, de l'argent émanant de vente ou de d'autres choses. De vente, non, pas la vente de stupéfiants, calmez-vous. Il y en a certains, je les vois déjà s'exciter là. Ah, non, calme-toi, redescends. Des ventes de CD, des ventes de services et compagnie. Ok, on redescend. Et donc, je lui disais que l'objectif serait été d'acheter des terres pour sortir les gens de la pauvreté. Parce que ces gens-là qui, tous les jours, nous disent on est discriminés, il y a les pauvres et compagnie, et que lorsqu'ils obtiennent une célébrité, lorsqu'ils obtiennent de la visibilité, ne font rien ou vont faire des dons pour défiscaliser. Ou ils vont faire des dons par générosité aussi, même si c'est défiscalisé, mais ça n'aboutira à rien, c'est comme les Restos du Cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une situation durable. Demain, si tout augmente, qu'on est dans la galère, qu'il n'y a plus de dons, c'est fini. C'est fini. Alors que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou plus encore, tout l'argent qui a été récolté par ces associations, les finances publiques, aurait pu, à 1% ou 2% par an, former une cagnotte, ou former encore un fonds, donc 1 ou 2% déjà, dans une banque, travaillant un certain pourcentage, 1, 2, 3%, selon les contrats qui peuvent être sécurisés en épargne. Comme ça, chaque année, déjà, il y avait de la rentrée d'argent. Deuxièmement, prendre 1 ou 2% pareil, non pas pour les mettre dans une banque, mais pour les investir dans des terres françaises, des terres agricoles, qui coûtent beaucoup moins cher que des terres constructibles, afin de faire de l'agriculture, afin d'entraîner la solidarité, que les gens fassent un peu comme les jardins partagés que vous pouvez découvrir dans certaines communes et dans certains endroits en ville, mais à échelle plus grande, et sur des terrains beaucoup plus grands, où les gens viendraient, ils cultiveraient, où les gens qui sont sans abri, on pourrait leur mettre des petites structures, un peu comme des préfabriqués, qui seraient contrôlés. Ces gens, pour résider dans ces préfabriqués, signeraient une sorte de contrat, non pas de travail, parce que là, on serait sur 1, 2, 3 heures par semaine de participation, mais participeraient à l'association et à faire de l'agriculture et à faire de l'élevage. Et voici ce que je mettais dans la suite du message. Et après, une fois que tu es blindé, alors oui, hein, c'est mon langage de l'époque, au max, tu achètes des terres où tu fais des sortes de maisonnettes, oui, peut-être en mode association. Tu proposes aux sans-abri d'être logés, en échange, ils s'occupent du taf dans les terres, en mode ils font l'agriculture, permaculture. Tu mets des poules aussi, comme ça, tu as des œufs au calme, en gros, tu as des œufs tranquillement tous les jours qui viennent pour les nourrir. Ces sans-abri, ils se retrouvent nourris avec du local, du bio. Ils retrouvent la santé. Ils retrouvent également un intérêt à mettre la main à la pâte,
Pas dans un assistanat où je fais la queue pendant 1 heure, je prends mes produits, puis je retourne à mes occupations, et puis comme je fais pas grand-chose de la journée, allez tiens, un joint, allez tiens, une sortie, allez tiens ci, allez tiens ça. Non, à la place, il serait focus sur justement, tiens, j'ai obtenu des connaissances et des capacités dans le domaine agricole, peut-être que ça me permet de me rediriger dans le maraîchage ou dans l'agriculture auprès d'un professionnel cette fois-ci, signer un contrat, me réinsérer dans la société, retrouver un logement, et à partir de là, rester dans le domaine ou non. Pour l'habitat, tu mets un toit avec panneaux solaires, alors ça, après, j'avais pareil, hein, c'était optimiser au maximum les dépenses. C'est-à-dire que si tu commences à faire des préfabriqués, tu les mets en électricité, etc., à chaque fois, chaque année, tu es obligé de faire des dépenses pour payer ses frais de service, ses frais de fonctionnement. Alors que là, si tu mets tout en... Alors ça prend du temps et ça coûte de l'argent, mais vous comprenez, la solution, elle est là. Parce que cette solution, elle est durable. Ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé. Oui, au magasin, ils sont avec leur caddie, là, ils attendent que tu les charges au maximum, que tu leur donnes. Non, la solution, elle était là. Et je l'avais déjà proposée. Et je pense que je suis le seul à avoir eu cette idée. Que les associations devraient avoir une partie de leur argent en épargne qui rapporterait tous les ans, une partie de l'argent avec l'aide de l'État pour acheter des terres agricoles, l'association en plus qui créerait du lien. Parce que la situation ne serait plus divisée dans une queue où les gens quasiment ne se parlent même pas. Non, il y aurait du contact humain. Il y aurait de la connaissance. Parce que ce serait encore une fois des terres un peu à divers secteurs. Et puis il y aurait, vous savez très bien, sur une terre, les patates, les tomates, ce genre de production, ce genre d'agriculture, vous en avez toujours beaucoup plus que ce que vous allez consommer. Vous êtes donc dans un partage après. Vous allez redistribuer ça à ceux qui en ont besoin. Au besoin, former des petits paniers qui seraient achetés par des bobos et compagnie, parce que oui, ça serait de l'agriculture biologique, qui retourneraient sur Paris, sur Nantes, dans les villes ou même dans les campagnes, peu importe, les gens qui ont des finances et qui, par exemple, achèteraient directement à ces associations. Donc déjà, il n'y aurait pas les frais de centres commerciaux avec tout ce qui se prenne en marge. Il y aurait peut-être un peu moins de frais de transport parce que ça serait acheté quasiment à la source. Donc à marché réduit, entre guillemets, en termes de déplacement, en termes de transport et compagnie. Et en plus, de la qualité, ce qui voudrait dire, parce que là, pour moi, cette association ne devrait pas être une association privée avec des idoles, des stars. Non, ça serait une association liée à l'État qui finalement mettrait en place un système alimentaire durable. Un système beaucoup plus compétitif et ce qui mettrait de côté tous ces secteurs en réalité qui nous dérangent. Ces secteurs qui veulent faire toujours plus grand, toujours plus de production, toujours plus de marge. On s'en fout de la terre, on s'en fout de l'environnement, on pollue. Non, la solution elle est là. La solution elle est là en réalité. Et que à notre échelle, il y en a plein qui ont voulu former des communautés, même dans ceux que j'apprécie pas sur Internet, qui voulaient à un moment acheter une terre en commun, qui ne voyaient pas les degrés de construction, de dépenses que ça engagerait, et puis toutes les problématiques avec les gens et leur ego. Là, ça serait différent. Là, ça serait un truc fiable, durable. Donc, je continue à travailler sur ça. Je ne vous dis pas que je suis tous les jours dessus, mais je travaille sur l'idée, je travaille surtout sur le fait de le mettre en document, avec des frais de dépenses en tableau Excel, notamment pour les terres, pour ce qui est des graines auprès de Cocopelli ou d'autres associations qui font des graines bio, anciennes, non modifiées. La solution, elle est là. Donc, des personnes de 40 ans, 50 ans qui viennent commencer à se la péter, c'est quoi encore, à se jeter des fleurs pendant des heures et des heures, alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie, jamais rien proposé de leur vie, ne venez pas me donner de leçons. Parce que nous, on est à la fois dans le constat et à la fois dans la solution. Et que ce qui a été fait par le tome 1 là, de Nom de code Nouvel Ordre Mondial, oui, il y a de la reprise de certains travaux. Je répéterai l'une des phrases d'Huxley, dans son Retour au meilleur des mondes, qui disait « Un livre n'est jamais construit ou n'est jamais issu d'une seule personne. » Okay, un livre n'est jamais issu d'une seule personne. Ces gens-là qui se disent intellectuels, je les invite à reprendre leur ouvrage, à regarder en fin de page toutes les sources, à les vérifier, à me dire s'il n'y a pas plein de passages qui sont récupérés d'autres livres, de d'autres enquêtes, d'articles de journaux. Parce qu'ils ne sont pas crédibles en fait. Ils vous sortent des livres qu'ils ont lus il y a 10 ans, et c'est leur même référence aujourd'hui, parce qu'en réalité, ils n'ont pas agrandi leur bibliothèque, ils n'ont pas agrandi leur savoir. Et donc ils sont assis sur leur petit laurier,
et ils veulent se la péter. Société d'assistés. Alors pas seulement ceux qui sont RSA, ce genre de choses, hein. Non. Alors je vais vous dire un peu d'abord, par respect. Belle vie à tous. Bah, je te souhaite une excellente soirée, Guillaume. Jasmin, Guillaume, très bonne nuit. Bonsoir à toi, X. Sylvie, exactement, il doit se retourner dans la tombe. Au départ, Coluche, voilà. Au départ, Coluche, je voulais seulement montrer l'exemple, pas que ça dure 40 ans. Et au début, on était sur 2000, 3000 repas, un peu plus, à l'État français. Et là, on se rend compte que c'est une catastrophe. Et que non seulement c'est une catastrophe, mais qu'avec les années, il n'y a rien de côté. Il n'y a quasiment pas de structure. Il y a, oui, des fourgons, ce genre de matériel disponible qui a été financé, oui. Mais c'est quasiment rien, ça représente quasiment rien. De tout l'argent qui a été donné, de tous les dons de conserve, tous les dons de nourriture. C'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi moi je ne donne plus à ces associations depuis un bon moment, et que par contre, quand je vais faire mes courses, on reviendra sur le sujet si ça vous intéresse, que quand je vais faire mes courses, déjà, moi je fais attention aux promotions. Et que comme je fais attention aux promotions, bah, au lieu d'acheter une ou deux boîtes de thon toutes les semaines, bah, je vais t'en acheter 40, 50 d'un coup. Et je vais pas entraîner de pénurie, hein, parce que ça reviendrait au même que je me présente toutes les semaines en prendre une ou deux. Ok ? Deuxio, comme je suis blindé, bah, quand je rentre chez moi, je prends les transports en commun, ce genre de choses, je croise des gens. Et des gens qui sont vraiment dans le besoin. Pas ceux qui vont aller se présenter parce que derrière, ils veulent mettre 10, 20 euros de côté à la fin du mois pour soit se prendre une bouteille, soit se prendre un paquet de clopes, soit partir en vacances l'été prochain. Non, des gens qui sont véritablement dans le besoin. Ou des gens qu'on connaît, qui habitent dans notre bâtiment, qui sont voisins. On sait que c'est des personnes qui ont une famille, qui ont des enfants, qui sont dans la difficulté. Donc de temps en temps, hop, une petite conserve, hop, du thon, de la sardine, des choses qui coûtent un peu cher, que nous on a eu en promotion, donc qui nous reviennent finalement le troisième lot gratuit. Donc c'est comme si on ne l'avait pas eu gratuit, mais c'est pas grave. On en a mis certains dans le bon. On leur a permis de là s'en sortir un peu plus, de faire un vrai repas peut-être, qu'ils n'auraient pas pu faire parce que ça aurait peut-être été que des pâtes et du beurre. Donc les leçons de morale comme ça, c'est pareil, c'est fini. Société d'assistés, pourquoi je vous mets ça ? Bah, tout simplement parce que c'est ce que je vous ai décrit avant. Vous en avez plein qui profitent du système, par les appels, par le RSA, par toutes les aides qui existent, et en plus, ils vont se rendre dans des associations, que ce soit pour prendre des vêtements, que ce soit pour prendre de l'alimentaire, que ce soit pour plein de choses. Regardez les étudiants. On va prendre du plus jeune au plus ancien. Les étudiants, des queues sur Paris. Pourtant, quand tu les regardes, tous le dernier smartphone. Tous des vêtements de marque. Tous, ils font au moins une soirée par mois ou 2 soirées par mois où ils se retrouvent dans des bars, ils vont consommer de l'alcool, où ils vont dépenser, au lieu de prendre par exemple un pack de bière ou 2 packs de bière, peu importe, au magasin et de faire ça entre potes et puis ils se retrouvent dans un appart ou dehors. Non. Vous allez les retrouver dans les bars. Vous allez les retrouver dans les restaurants, dans les McDo, dans les kebabs, etc. Ces mêmes gens-là vont se présenter aux assos, j'ai pas d'argent. Premier point. Deuxième point. Les personnes un peu plus en âge, qui ont 20, 25, 30 ans. Que ce soit couple ou mère de famille célibataire, par exemple. Ils ont plein d'aides. CAF et compagnie, ils vont quand même se rendre dans ces lieux. Parce qu'ils veulent garder leur confort. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin de la voiture. Hein. Ils travaillent en ville, ils ont tout ce qu'il faut. Non, mais ils veulent conserver la voiture pour aller faire les courses. C'est plus pratique. T'as pas à prendre des transports en commun. Pour partir en vacances, c'est plus pratique. Partir voir la famille, c'est plus pratique. Donc, ils vont conserver un mode de vie qui est au-dessus de ce qu'ils peuvent. Je dis pas qu'il faut vivre au plus bas, etc. Je dis il faut apprendre à gérer un budget. C'est-à-dire, gérer un budget, c'est je peux pas dépasser un train de vie. Je dois avoir un mode de vie. Si je veux augmenter, je m'en donne les moyens. Si je veux augmenter, je fais en sorte de réduire certaines dépenses, de mettre de côté ou de me former, de faire en sorte en tout cas d'avancer dans la vie pour accéder à un autre emploi. Rien n'est jamais fermé. Les portes ne sont jamais fermées. Peu importe votre parcours, les portes ne sont jamais fermées. Et d'ailleurs, une personne là sur Internet qui tient des propos dont je ne citerai pas, cette personne-là, ça fait plusieurs fois que j'essaie de lui mettre une claque derrière la tête pour lui dire « Regarde-toi un peu. Au lieu de t'avachir, au lieu de te transformer en moins que rien, retourne au travail. Retourne au travail, donne-toi les moyens. Rends fier ta famille. Rends fier tes enfants. » Ça, c'est important. C'est pas en tous les jours ou toutes les semaines sur Internet que ça va faire rentrer de l'argent, que tu vas pouvoir emmener tes enfants en vacances, que tu vas pouvoir leur donner du plaisir. Que tu vas les rendre fiers d'ailleurs. Loin de là. Continuons. Société d'assistés. On va plus loin.
Donc après, toutes les catégories que je vous ai citées, hein, des personnes RSA, chômage, longue durée, pas des personnes, oui, qui viennent de tomber RSA 1 mois, 1 an, 2 ans, non, des personnes longue durée, qui finalement sont confortées. Ils se sont dit, c'est bon, je vais plus me donner les moyens, c'est bon, je reste chez moi. Et au final, à rien faire, ils se fatiguent encore plus. Ils se fatiguent, ils sont là, ils se réveillent à pas d'heure, ils sont complètement déréglés, enfin, ils font des sorties, ils font... Arrêtez, reprenez-vous en main. C'est comme pour la santé, si vous vous donnez les moyens, vous aurez la santé. Ah mais j'ai pas le temps de cuisiner, ça prend trop de temps. Ah j'ai pas les compétences, je sais pas cuisiner. Arrêtez un peu. Aujourd'hui, l'accès à l'information, il est disponible partout. Tu veux une recette de cuisine, tu as des tutoriels en vidéo. Tu veux une recette, tu l'as même dans les livres. Arrêtez. Tu vas voir les producteurs locaux, ils ont des conseils. Vous voyez, les gens, en fait, c'est pour ça que je dis société d'assister. C'est que oui, on va dépenser énormément dans les taxes. TVA. Lorsqu'on travaille, ils nous prennent, je sais pas combien de pourcentage, plus le patron qui paye à côté. Plus à la fin d'année, si on a un peu de chance, qu'on a eu des revenus, bam, les impôts tombent, ils nous cassent la nuque. On essaie de se relever, hop, autre chose qui nous tombe sur la gueule, des frais pour la voiture, ou des frais pour ci, ou des frais pour ça. Donc au final, ça devient compliqué de mettre de côté. Mais on s'en donne les moyens. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont donné les moyens, qui aujourd'hui sont propriétaires. Par contre, ils sont jamais partis en vacances. Et jamais. Ils n'étaient pas à acheter des vêtements de marque. Ils partaient pas tous les jours comme ça prendre leur voie. Non, ils la prenaient juste pour le travail, ils rentraient, c'était terminé. Consommation minimum. Mais les gens, non, aujourd'hui, c'est... Bah oui, mais mon plaisir, je veux mon soda, je veux ma voiture, je veux... C'est comme le projet parental pour les couples d'homosexuels. Je veux, c'est mon projet, je veux. On dirait des enfants, grandissez un peu. Tu m'étonnes qu'on soit dans une situation si catastrophique dans le monde. Team pas de beurre et PTDR. Et c'est très bien comme ça, finalement, avec toutes les merdes dans la bouffe. Non, mais c'est pas que je dis que c'est pas bien de team pas de beurre. Ce que je dis, c'est par jour, pour son corps. En fait, il faut s'intéresser à la santé. Quand on s'intéresse à la santé, si vous voulez, je pourrais faire un direct sur ça, c'est pas un problème. Quand on s'intéresse à la santé, on a des apports nutritionnels qui sont importants pour rester en bonne santé. On a une activité physique à entretenir, une activité sociale à entretenir. Et qu'on a besoin tous les jours d'une certaine dose de DHA pour notre cerveau, ce qu'on va retrouver dans les oméga 3, ces oméga 3 qui se retrouvent essentiellement dans les poissons et les oléagineux, enfin les huiles, si vous préférez, c'est vrai que j'ai du mal avec ce mot. Donc vous allez devoir consommer tous les jours ces produits. Si vous n'en consommez pas, bah vous allez être en carence. Et vous allez vous engager après des problèmes de santé. À la suite de ça, à la fois pour vous c'est catastrophique parce que bah, vous vous retrouvez à devoir prendre des médicaments, et à la fois c'est désastreux pour la société parce que la société, bah, c'est elle qui va prendre en charge les coûts. C'est elle qui va prendre en charge bah, par l'assurance maladie les consultations médecins, les médicaments pris à la pharmacie. Et puis tous ces médicaments, ça va entraîner des nanoparticules qui vont se retrouver dans l'eau, qui vont se retrouver dans les rivières. Il y a une problématique avec ça aussi, comme la surconsommation d'antibiotiques. Vous voyez, les gens, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont un mode de vie, c'est télé, divertissement, fast-food, pleurer, 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 association, pleurer, 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 et je me nique la santé. Je suis désolé, hein, ça peut être brut, ça peut en désoler certains, mais c'est la réalité. C'est ce que j'examine, c'est ce que je vois autour de moi, ce qui me désole. Je ne dis pas que j'ai jamais été dans cette période-là où j'ai dépensé. Sauf que moi, la différence, c'est que, de un, j'ai jamais été dans des associations pour demander. Je me suis toujours débrouillé par moi-même. Même dans les pires galères dont je pourrais pas vous citer sur Internet, où il y avait des mille et des mille enjeux, je me suis toujours démerdé. Toujours. Alors que vous en avez d'autres, que ce soit dans des affaires X ou Y, qui ont toujours été là en mode assistés soit par l'État, assistés soit par leur famille. Donc les leçons, les trucs comme ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est désolant. Regardez le nombre même aujourd'hui de personnes de 20 ans, 25 ans, ils sont là, ils demandent à leurs parents, oui, s'il te plaît, tu peux m'aider à payer le loyer, oui, s'il te plaît, tu peux me payer la bouffe, etc. Bon, il y a des parents d'eux-mêmes qui vont le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est, moi honnêtement, si je vous prends mon cas, je ne sais pas combien de fois, même des fois, ça peut désoler en tout cas mes proches qui veulent m'aider, et je leur dis non, j'ai pas besoin. Je suis assez grand, je me démerde. C'est tout. Gérer son budget. Mais c'est vrai que petit, on m'a appris ça. Petit, j'ai eu un enseignement comme ça. C'est-à-dire que oui, fais-toi plaisir,
mais dans la limite du raisonnable. Compare les prix, regarde au kilo, regarde au litre. À partir de là, quand tu grandis, tu as toutes ces bases, c'est un automatisme. T'es là, tu regardes les prospectus rapidement, tu passes pas tes journées dessus, tu fais des produits en croix certaines fois quand ils te mettent ça en millilitres, qu'ils te changent les mesures. Tu fais ton produit en croix, tu vois combien tu fais en pourcentage de bénéfices, tu te dis est-ce que c'est intéressant ou non, est-ce que je dois patienter ou non. Et là, c'est comme ça que tu as à la fois une réserve, et à la fois, quand tu as ta réserve, que tu as fait tes économies, tu peux mettre de côté. Tu peux réinvestir dans autre chose. Après, tu es libre. Perdre ton argent dans un casino, perdre ton argent dans la bourse, perdre ton argent dans des dépenses de sortie, perdre ton argent dans les vacances. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il faut savoir gérer son budget. Moi, par exemple, je sais que par le passé, j'ai perdu des mille et des mille dans les casinos. Et c'est pas parce que j'ai perdu des mille et des mille que je me suis mis à moins 2000 ou moins 3000 sur mon compte. Et jamais, mon compte a toujours été dans le positif. Pareil, dans les dépenses que j'ai pu avoir X ou Y, j'ai dépensé des centaines. Des fois, je me suis dit, putain, même dans les soirées, avec des amis, le week-end, à dépenser 150, 200 euros chaque week-end. Et puis tu te rends compte et tu te dis, ah ouais, entre les clopes, entre l'alcool, les sorties, ce genre de choses, c'est peut-être trop d'argent qui a été dépensé. La bouffe aussi, faire un bon repas, parce que ça a toujours été quelque chose de catégorique. Oui, les jeunes font des soirées. Oui, ne faites pas les grands savants, ne faites pas les grands sages, comme si à 20 ans, 25 ans, vous n'avez jamais fait des soirées, des apéros ou ce genre de choses. Hein. Les leçons, vous les gardez. Hein. Regardez ma boisson, ça fait 40 minutes que je suis en train de la boire. Allez, range ça de côté, arrête d'essayer de te prouver des choses, ça sert à rien. T'en as, ils vont pleurer pour une machine à laver tout frais payé aussi. Ou, regarde, le côté désastreux des Auchan, Leclerc et compagnie, surtout les Auchan, il me semble, les Castorama et d'autres encore, des enseignes qui ont permis le 3 fois sans frais. Puis, le 3 fois sans frais, les gens, ils avaient plus assez d'argent. Allez, on passe au 6 fois sans frais. Au 10 fois, au 12 fois. Et c'est comme ça que y a une personne qui se retrouve avec un crédit à la conso, son 3 fois sans frais, son 10 fois sans frais, et voilà, trop de frais, et à la fin on se retrouve dans la merde. Ah, ça flambe dans les casinos. À l'époque, oui, honnêtement, alors j'ai fait casino en réel et casino en ligne. Casino en ligne, tu perds de l'argent et en plus, c'est pas quelque chose de sûr. Casino en réel, la première fois que j'ai été, une bonne gestion, une bonne maîtrise. Et après, tu tombes dedans, c'est-à-dire que tu y vas, par exemple, à 17h, t'en ressors, il est minuit, 1h. Tu vois, tu restes des 4h, 5h, tu fais du blackjack, c'est excellent d'un côté. Quand tu peux te le permettre, tu te dis, bon, tant pis, tu vois, j'ai claqué 1000, c'est pas grave. Je sais pas, au lieu de partir, par exemple, une semaine, prendre un Airbnb à cet endroit, tant pis, j'ai claqué 1000, j'ai fait la soirée, je me suis amusé, c'est comme ça. Après, les 1000, ils auraient pu servir à autre chose. Ils auraient pu servir à aider des sans-abri, et des plein de choses, oui. On a tous, des fois, nos dépenses inutiles. Mais à la différence, c'est qu'il faut assumer. C'est comme, par exemple, regarde, quand tu fais quelque chose de délictueux, d'illégal, quand tu te fais prendre, t'insultes pas la police. Tu leur craches pas dessus, tu vas pas les taper. T'assumes. Juste face à eux, tu fais par exemple le con. Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Ah non, je vois pas. Le juge d'instruction se paraît. Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Bon, on a toutes les preuves, arrête un peu. Non, voilà. Bon, tu les prends pour des cons sur ça, mais t'es pas violent, tu leur as pas craché dessus, tu vois. Voilà, t'assumes. Tu dis, bon, allez, maintenant, c'est quoi? Tu mets quoi? Tu mets ça, tu mets ci, l'amende, la peine, bon, je prends. Voilà. Ok, c'est signé. Cadeau. Voilà, tu vois, il faut assumer. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Il faut assumer. À la fois ses choix, à la fois ses propos, tout. Quand sur Internet, certains tiennent des propos racistes, il faut assumer. Et pas dire, par une dissonance cognitive, que c'était un personnage pour infiltrer X ou Y chose. Quand des personnes vous font des quenelles, des dédicaces à Dieudonné ou autre, assumez. Vous l'avez soutenu, Dieudonné, oui, peut avoir des spectacles intéressants. Maintenant, le suivisme de faire des quenelles ou ce genre de choses, c'est enfantin. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui s'affichent sur les photos où ils mettent leur pouce, parce qu'ils essayent de faire jeune, où ils font les deux doigts en mode peace and love. Vous voyez, c'est des mouvements de foule. C'est tout, ils sont tombés dedans. Oui, c'est les sionistes. Oui, les sionistes, expliquons ce que c'est de façon concrète, ne soyons pas affolés. Tous des francs-maçons. Non, calme-toi. Quelles sont tes preuves? J'ai un... Enfin, comment il dit, c'est un... Vous savez, une personne qui lui dit: j'ai un indicateur secret. Une source fiable, indiscutable. Indiscutable, j'ai dit. On ne remet pas en doute ma parole.
ça se prend journaliste. Enfin bon, passons et retournons au sérieux. Quand j'avais la vingtaine, j'étais un flambeur en boîte, par exemple, oui, ça peut arriver. Il y en a, ils dépensent dans les voitures, ils font du tuning. Tu te dis, Kevin, le tuning, arrête un peu. D'autres, aujourd'hui, ils vont dépenser dans des studios, ils vont te faire à leur propre domicile des studios pour faire du rap. D'autres, en fait, c'est loisir. C'est ça, en fait, c'est loisir. Sauf qu'à la différence, par exemple, quand toi, tu flambes en boîte, bah, quand il n'y a plus rien à la fin du mois ou quand il n'y a plus rien au milieu du mois, bah tant pis. Tant pis, bah, ça ira plus. La semaine après, tu passes, tu fais autre chose, tu restes chez toi, tu bouges pas, ou tu vas voir tes amis, mais en tout cas, ça dépense pas 1 euro, c'est ça. C'est la seule chose que je m'autorise encore. C'est une bonne bière de temps en temps. Oui, bah une bonne bière ou 2 bières, peu importe. En vrai, c'est. Voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Après, c'est vrai que euh, bah, quand il y a de la consommation d'alcool, c'est plus en amitié en général. Et puis, il faut éviter voilà, que ce soit diffusé. Ça sert à rien. Ça apporte pas plus de. Moi, je sais que j'ai eu 2-3 directs où il y avait des propos qui étaient tenus, un comportement qui n'était pas forcément. En tout cas, à mettre en public. Mais bon, voilà, après, il faut savoir déconner. Moi, je sais que quand je suis avec des potes, il n'y a pas de problème. Hein, je vais déconner, on va s'en mettre une, et puis voilà, moi, je rigole. Donc, j'ai rien à me cacher. Avant, j'étais à Beaumont-sur-Oise. Auvergne, Phénotique. Je te suis depuis 2018. Ombrella, mais oui, je me souviens très bien de. Il y a certains noms qui me restent en tête. Phoenix, Umbrella. Après, il y en a d'autres encore hein, qui passent de temps en temps. Akkad et compagnie. Moon aussi. Anto, ça fait très longtemps. Et d'autres qui me suivaient, mais comme ils ont un gourou, ils ont du mal à assumer en public. Mais c'est pas grave. On leur en veut pas. On leur en veut pas. Umbrella. Bon, bref. Terminons. 1h11. On arrive sur la fin. Alors, ça me désole. Oui, parce que dans les associations, dans la société d'assistés, vous avez énormément de familles, dans les HLM notamment, bah, qui sont originaires de d'autres pays. Alors là, maintenant, on commence à avoir des personnes originaires d'Europe de l'Est, même si on en avait beaucoup avec les Roumains, notamment. Beaucoup de Roumains en France, mais eux sont plus dans des camps, notamment de Roms aussi. Alors, vous avez les Roms, vous avez les Roumains, vous en avez d'autres. Les Bulgares aussi qui viennent. Et vous avez énormément de familles d'Afrique du Nord, surtout, mais de toute l'Afrique en soi, même Afrique subsaharienne, qui vivent en France et qui sont logés dans les HLM. Et ce sont les premiers, avec leur caddie, à sortir et à aller dans les associations parce qu'ils ne vont pas dépenser. Parce qu'ils vont mettre de côté pour renvoyer au pays, à d'autres, par les Easy Cash et compagnie. Parce qu'ils vont mettre de côté pour leur voyage. Pour repartir à Casablanca, à Alger ou ailleurs encore. Au Cameroun, à d'autres endroits, pas seulement dans les villes. Donc ces gens-là, oui, ils sont montrés du doigt. Maintenant, ça sert à rien de faire des choses comme ça. Ce genre de tweet là, en mode ou de personnes comme ça, pour moi, c'est dégueulasse. Bonsoir monsieur, nous enquêtons pour les restos du cœur. Avec plaisir, maître. Ou madame, je ne sais pas. Voici des conserves à base de porc. Les initiés comprendront. Vous voyez, des gens qui sont là en mode c'est trop drôle, comme il y a des musulmans qui y vont, bah on va leur mettre du porc, comme ça ils peuvent pas manger. Arrêtez un peu. Parce qu'il y en a plein, moi, que je connais, qui pour des assez nets, ils font du bon aussi. Donc faut pas les mettre tous dans le même lot. Oui, ce qu'on voit dans les médias, oui, ce que vous voyez dans les villes, ces individus, ces crapules, certaines fois, qui sont là à agresser les gens, à invectiver les femmes, ou des fois certains côtés sectaires, peu importe, oui. Mais arrêtez de tous les mettre dans l'eau et arrêtez avec ça. Vas-y, je lui mets du porc. Il y a quoi de drôle? Il y a quoi de drôle? Il n'y a rien. C'est des gens... Là, on parle de manger. On parle de manger, c'est tout. Oui, il y a des abus, mais il n'y a pas que des abus de ces gens-là. Regarde tous ceux qui consomment de l'alcool. Regarde tous ceux qui prennent des clopes ou du pilon à la place de prendre de l'alimentation qui vont dans les assos. Donc arrêtez avec ce genre de tweet. J'ai pas mis les noms parce que voilà, je veux pas les afficher. Je leur laisse se corriger s'ils reconnaissent leur tweet. D'ailleurs, si passe ici, ce qui n'est pas sûr. Un autre tweet. J'ai vu de mes propres yeux des associations que je nommerai pas, comme les Restos du Cœur, réserver tout le poisson donné par les supermarchés aux populations qui ne mangent pas de porc, pendant que les autres avaient droit à des œufs ou des tranches de jambon. Un favoritisme, ça c'est une réalité aussi. Et ça par contre c'est désolant. Et c'est pour ça qu'après, oui, il faudrait plus de transparence sur les finances, sur ce qui est donné, à qui c'est donné, oui, sur ça, oui. Parce qu'il y en a certains, bon bah tiens, moi j'aime pas les... Il y en a plein, hein. Moi j'aime pas les Français, et bah les Français on va leur mettre les produits les moins bons. Ah, toi t'es de ma communauté, bah tu vois genre je te mets ça de côté. Mais dans les deux cas ça va aussi. Vous en avez certains, comme vous voyez à gauche, hein, par racisme, soit ils vont donner des trucs de porc, soit s'ils travaillent dans ces assos, ils vont mettre de côté les meilleurs produits et vont les donner à des Français. Vous voyez?
Donc ça va dans les deux sens. Alors là, après, vous avez un tweet, hein, aucun respect. Alors ça, c'est en 2020. Quelle honte quand on voit des associations qui distribuent des denrées alimentaires. Alors ça, c'est pareil. C'est dégueulasse. Moi, je les appelle les grosses daronnes en général, celles qui sont bien aigries, là. Qui arrivent. Eh non, ça, j'en veux pas. Ça, tu vois, en gros, ils font du tri. Ça, non, ça, oui. Non, ça, c'est pas de la marque. Ça, c'est de la marque intermédiaire, j'en veux pas. C'est pas à ma hauteur. Ferme ta gueule, va. Prends ça déjà. Tu veux à manger, prends ça, qu'est-ce que tu vas me casser la tête? Tu vois ou pas? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut donner directement aux gens et que par rapport à mes propos précédents, il y a tout type de profil qui donne. Il y a des gens qui font des maraudes, qui sont des Algériens, qui sont des Marocains, qui sont en tout cas originaires, Tunisiens, Maliens et compagnie, qui font des maraudes. Ils vont voir les gens qui sont dans l'abri, peu importe leur couleur, ils vont leur donner. Donc il faut arrêter. Par contre, oui, il faut mettre les faits au devant de la scène. Les gens là qui se présentent, qui sont aigris, qui sont mal polis, qui sont irrespectueux en mode non, ça j'en veux pas, ça j'en veux. Ça, ces gens-là, faut les filmer, faut les afficher. Comme ça, ils recommencent pas. Les gens que vous croisez là, qui sont en train de mettre des produits pour faire du favoritisme auprès de telle ou telle communauté, faut les afficher, peu importe leur couleur, peu importe la communauté qu'ils sont en train de privilégier. Voilà, c'est tout. Il faut mettre une question d'égalité. Une question d'égalité partout en France. Je vous remercie d'avoir été présent. On arrive à la fin de ce direct. Je vais lire 2-3 commentaires et on va se laisser. J'espère que ça a été qualitatif, que l'analyse vous a semblé correcte, qu'elle était complète et surtout qu'elle vous a permis d'amener de nombreuses réflexions et puis de nombreuses informations obtenues. Profitez de votre retraite, Umbrella. Courage à vous. Pleure pas, hein, petite lune, ça va aller. J'ai dû m'absenter. Pas de soucis, Super. J'ai vu que tu étais en premier. N'hésite pas à liker, à partager. Et puis, venez en replay. Mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des Restos du Cœur, des enfoirés, des associations, de personnes qui sont privilégiées, des assistés de la société et de tout ce que j'ai pu énumérer ou parler durant cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. C'était Vérité à venir. Salut, il est 1h30. Les gens sont en forme, Master. Si oui, apparemment, tu vois, on est 30. Pour une chaîne de 2600, c'est pas mal, sachant qu'il est quand même une heure et demie. On a un dimanche. Écoutez, bon dimanche à vous, en tout cas. Bon repos. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt pour parler de l'alimentation, des OGM. Et il y a d'autres sujets qui vont arriver. Bye.